Salut tout le monde, bienvenue dans cette review dans laquelle on va regarder ensemble l'intégralité du sujet Centre étranger Bac 2024, physique-chimie, jour 1. Donc le sujet intégral, il est ici. Alors on est le 5 juin, il vient de sortir et j'ai pas regardé l'exercice. Les exercices en fait, je vais découvrir en même temps que toi le contenu de ce sujet jour 1, Centre étranger Bac 2024, physique-chimie. Alors exercice 1, vraisemblablement, ça parle d'un gros exo de chimie, quand ça parle d'une histoire de vin, etc., on connaît ce style d'exercice. De toute façon, on le voit tout de suite. On a des histoires de groupes caractéristiques. C'est un exercice donc de chimie qui portera sur le gros exo sur 10 points, sur ce sujet-là en tout cas. Et on va voir de quoi il s'agit. Allez, let's go, c'est parti. Donc le contexte habituel de ce bac, c'est que tu as droit à ta calculatrice en mode examen. Tu as aussi droit à une calculatrice type collège. Et puis sinon, c'est habituel. Il faut toujours faire gaffe, voir s'il y a des annexes. Donc on peut aller à la fin du sujet. A priori, il n'y a pas d'annexe. Donc pas d'annexe à rendre avec ce sujet-là. Et ça, je t'invite toujours à faire ce petit récap rapide. Dès que tu commences ton sujet bac, tu regardes rapidement s'il y a des annexes à rendre parce que certains élèves les oublient. Et du coup, tu perds des points bêtement. Donc il vaut mieux se fixer en tête, c'est l'idée, est-ce que j'ai une annexe à rendre ou pas dès le début. Comme ça, ton cerveau, il s'est déjà préparé. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le vin est une boisson alcoolisée. On a une histoire de titre massique, 8,5%. Donc, ce ne sera pas une correction, hein, ce sera une review. Donc, on va juste regarder ensemble le style de question. Là, on voit qu'on nous parle d'un titre massique, 8,5% d'alcool au minimum. Donc, probablement qu'on va nous demander de vérifier ce titre massique. Allez, on va sur les questions directement. Écrire la formule semi-développée de l'éthanal. Donc, ça, c'est une question de nomenclature. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Si tu connais ta nomenclature, l'éthanal, c'est facile. Facile, facile à écrire. Donc en formule semi-développée, ça veut dire que tu fais pas apparaître les liaisons avec les hydrogènes. Tu mets par exemple, si tu as une liaison CH, bah, tu colles CH quoi, ou CH3, ce genre de choses. Après, on te dit la formule topologique d'une espèce chimique qui participe à l'arôme du vin autre que l'éthanol est donnée ci-dessous. Clairement, c'est un ester. Il nous demande d'écrire la formule semi-développée de cette molécule, d'entourer le groupe caractéristique, donc c'est un ester, nommer la famille fonctionnelle associée, donc famille ester, et on peut dire soit que c'est un groupe ester, soit que c'est un groupe carboxyle, ça dépend des bouquins, ça dépend de la bibliographie sur laquelle tu te bases, mais les deux sont possibles. Tu peux dire que ça appartient, que les esters appartiennent au groupe carboxyle. Nommer cette molécule, a priori, ça va être quoi? C'est un, 2, 3, 4. Il y a 4 carbones ici, donc c'est du butanoate. Et après, tu as 1, 2 carbones sur la ramification du butanoate d'éthyle. Un, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, butanoate d'éthyle. Normalement, c'est ça. Ok, différentes formes prises par le dioxyde de soufre dans le vin. Alors, le dioxyde de soufre, bon, on nous dit qu'on va travailler avec les groupes. Le dioxyde de soufre, c'est SO2H2O. Et on te dit que c'est noté aussi H2SO3. Donc là, les élèves qui ont l'habitude de bosser avec mon contenu savent reconnaître directement ici qu'on est face à un diacide. Parce qu'on va pouvoir libérer deux protons. Et c'est pas pour rien qu'on se retrouve du coup avec deux couples et une espèce en terre. Donc rien qu'en analysant ça, on se doute qu'on va avoir des questions avec diagramme de prédominance. Éventuellement, on va nous demander de voir s'il y a un ampholyte ou pas. Écrire l'équation de la réaction qui modélise la transformation de l'acide sulfureux avec l'eau. Donc l'acide sulfureux il va donner le HSO3- et l'eau va se transformer en H3+. Exprimer la constante d'acidité, c'est facile, ça c'est du cours. Justifier le caractère amphotère de l'espèce chimique HSO3-. HSO3- peut se comporter comme une base dans le couple 1 et comme un acide dans le couple 2, d'où son caractère amphotère. Représenter le diagramme de prédominance pour les trois espèces contenant l'élément soufre. Indiquer l'espèce soufrée prédominante contenue dans du vin dont le pH vaut 3,1. Donc 3,1, ce sera compris entre les deux pKa. Ça veut dire que l'espèce prédominante dans un vin dont le pH vaut 3,1, ce sera HSO3-. Tout ça, c'est vraiment easy. Les quatre premières questions, c'est du cours et de l'application directe du cours, donc aucun problème. Après, on a un titrage colorimétrique. Titrage colorimétrique du dioxyde de soufre. Donc le dioxyde de soufre, c'est toujours un H. Attends. Voilà. Le dioxyde de soufre, c'est H2SO3. OK? Le H2SO3 dont on parle précédemment. Alors, il faut savoir que je vais faire une correction complète du sujet jour 1 et du sujet jour 2 également, Centre étranger 2024, dans le contexte de mon stage, de ma masterclass révision du bac 2024 en physique-chimie. Avec les élèves de mon groupe, je vais faire la correction complète des deux sujets. Ça va se passer le week-end, le week-end qui vient, le week-end du 8-9 juin, donc samedi, dimanche. Les deux séances, elles auront lieu samedi et dimanche, et ça va être des séances où je vais corriger intégralement
les deux sujets. Donc si tu veux t'inscrire, je vais te mettre le lien en descriptif. Tu peux aller sur la page de mon site internet Boosterback. Je vais te mettre le lien en descriptif ou en commentaire épinglé. Tu auras le lien pour t'inscrire si tu veux t'inscrire sur ces deux séances spécifiquement où je vais corriger intégralement ces deux sujets. Voilà, les élèves qui sont déjà inscrits à Boosterback 2024, ils auront la correction bien sûr en faisant ces séances. Et les élèves qui ne sont pas sur la masterclass Boosterback 2024 peuvent participer spécifiquement à ces deux séances. J'ai prévu le coût pour ça. Donc n'hésite pas à venir voir si ça t'intéresse. Tu as le lien vers mon site internet pour voir si c'est quelque chose qui peut te convenir. Donc ici, on va partir sur la question Q9, d'écrire le protocole de dilution. Donc question Q9, c'est juste écrire un protocole de dilution. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Il faut juste prendre en compte le facteur de dilution que je vois ici. Là, on dilue 10 fois. Donc voilà, une fois qu'on a bien identifié le facteur de dilution, la concentration de base de mon espèce, on peut écrire le protocole sans problème. Pour le protocole, il faut que tu précises le volume de la pipette jaugée, celle qui sert à prélever le volume de solution mère. Et il faut que tu précises le volume de la fiole jaugée, celle qui sert à préparer la solution phi. Donc, vu qu'on veut préparer 100 ml de solution diluée, on va choisir une fiole jaugée de 100 ml. Ça, c'est le volume de solution phi. Bon, protocole de dilution, il n'y a pas de problème. Spectre d'absorption, donc directement, on voit qu'on a un spectre d'absorption avec un lambda max qui est à peu près à 470 nanomètres. On va peut-être nous demander la couleur de la solution, je ne sais pas. Déterminer la longueur d'onde pertinente pour laquelle les mesures d'absorbance seront réalisées. Donc non, il suffit juste de dire qu'on va se placer à 470 nanomètres pour avoir la meilleure pression possible. La Q10, c'est facile. Question suivante, on voit qu'on nous donne une figure qui représente l'absorbance en fonction de la concentration, donc ça part sur du Beer-Lambert. Montrer que les mesures obtenues pour les solutions étalons peuvent être modélisées par la loi de Beer-Lambert. Donc là, on dit que les points expérimentaux sont alignés sur une droite qui passe par l'origine, donc il y a proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. La loi de Beer-Lambert est vérifiée A égale K fois C. Après, on nous donne la valeur mesurée pour A1, 0,80. Et on va nous demander de déterminer la concentration. Donc le mieux, c'est de trouver le coefficient directeur de la droite ici et d'utiliser la loi de Beer-Lambert pour remonter à la valeur de la concentration. Mais attention, prends en compte qu'il y a une dilution par 10. Donc il faut prendre en compte le facteur de dilution pour la Q12. Titrage colorimétrique du dioxyde de soufre total. On a les couples oxydant-réducteur, masse molaire, critères à respecter concernant le taux de dioxyde. Donc ici, on a des certifications. On va certainement devoir répondre à la fin de l'exercice à quelle certification on peut prétendre. AB, Teravitis ou Demeter. On fait le titrage dioxyde de soufre avec une solution de diode de concentration 5 10 puissance moins 4 mol par litre. C'est peut-être la concentration qu'on est censé avoir trouvée à la question d'avant, à voir. Peut-être que ça, c'est une façon de vérifier le résultat des questions Q11, Q12. Prélever 10 ml de solution S2, les verser dans un bécher, on rajoute quelques gouttes d'emploi d'amidon. Il joue le rôle d'indicateur coloré. On titre à l'aide de la solution de diode. Et on observe le changement de couleur pour un volume de 9,9 ml. Donc on a directement le volume équivalent. On va nous demander pour le schéma de dire qui est 4, qui est 1, qui est 2, etc. Donc 2, ça pointe à l'intérieur de la burette graduée. 1, c'est la burette graduée. 2, ça pointe à l'intérieur, donc ça désigne la solution titrante contenue dans la burette graduée. Il faut dire c'est quoi comme solution, donc solution de diode, de concentration machin. Ok. 4, ça pointe dans le bécher, donc ça indique la solution titrée. Donc il faut dire qu'est-ce qu'elle contient comme espèce qui va réagir dans la réaction. Et 3, ça pointe sur l'agitateur magnétique ou le barreau aimanté. Barreau aimanté, tu peux mettre. Voilà, il te disait associer sur votre copie à chaque numéro 1, 2, 3, 4 un nom de matériel ou d'espèce chimique. Donc c'est ce qu'on a fait. Montrer que l'équation de la réaction support du titrage est ici. Donc là, c'est une réaction d'oxydoréduction puisqu'on t'a donné des couples oxydant-réducteurs ici, là. D'accord? Donc on te dit, on t'indique, on te donne l'indication de partir sur une réaction d'oxydoréduction à partir du moment où tu as bien lu ici. Ça veut dire qu'il faut écrire les deux demi-équations, celle qui correspond à l'oxydation, donc qui libère des électrons, et celle qui correspond à la réduction, qui capture des électrons, et ensuite écrire l'équation bilan et faire attention à avoir le bon équilibre entre les électrons libérés et les électrons capturés. Donc normalement, tu dois aboutir à cette réaction-là. Et on voit tout de suite que pour l'espèce titrée et titrante, les coefs stoichiométriques sont tous les deux égaux à 1. Donc, on va écrire la relation à l'équivalence pour ces deux espèces. On n'aura pas de coefficient au dénominateur autre que 1. Donc là, la relation, elle est simple. Et après, ben, il va falloir calculer la concentration. Alors, la certification, c'est par rapport à quoi? À une concentration massique.
Donc il va falloir remonter à la concentration massique du SO2H2O, c'est pour ça qu'on a la masse molaire d'ailleurs, à partir des résultats du titrage, le volume équivalent, etc. Et on pourra dire, en fonction de la concentration qu'on retrouvera, si on est en Déméter, Teravitis ou AB. Donc tu es censé retrouver l'une des trois. Voilà. Ok. L'exercice 1, il est complet. Il y a pas de questions difficiles. Faut juste être précis dans tes réponses. Sur les questions de cours, il faut être très très précis. Il ne faut pas que tu répondes à côté ou que tu répondes de façon imprécise ou de façon incomplète. Mais sinon, je vois que c'est un exo de chimie, somme toute, assez classique. Alors, exercice 2, apparemment, ça part sur du phénomène ondulatoire. On voit tout de suite ici montage de diffraction, vérification de la longueur d'onde du laser, donc utilisation d'un laser comme instrument de mesure. Ok, donc c'est vraiment des ondes et du phénomène ondulatoire. Donc ça commence avec de la diffraction. On nous rappelle les choses classiques sur la relation entre θ, lambda et A. Alors ça, il y a des exercices où on peut te demander de la redonner, donc c'est à toi de la connaître, mais là on te la donne. On te rappelle ce que c'est que le Z-score. Voilà. Accord d'une mesure avec une valeur de référence. On compare le cas échéant le résultat d'une mesure à une valeur de référence en utilisant le quotient x moins xref sur ux, où ux est l'incertitude type. Il faut savoir que ton z-score, il faut qu'il soit inférieur à 2. Alors c'est étrange parce qu'il ne le rappelle pas ici. Bon, c'est pas grave. Et on a une série de mesures de différentes largeurs de tâches centrales en fonction de la taille de l'ouverture. Donc ça c'est assez classique et ça permet d'obtenir en général la figure qui représente L en fonction de 1 sur A. On va voir si on nous amène à ça par la suite. Ah non, il nous amène... Ok, c'est un petit peu... c'est autre chose. Apparemment là il y a 1 sur A mais c'est θ en fonction de 1 sur A. Ok, en utilisant un tableur de la relation et la relation précédente, on obtient ça. Ok, donc il nous demande d'abord d'établir la relation entre l'angle de diffraction en fonction de la largeur L. Bon, c'est assez facile, il suffit d'utiliser tes propriétés sur la figure de diffraction, il n'y a pas de problème pour arriver à la relation de θ en fonction de L. Et après, ils te disent que on utilise un tableur et la relation pour trouver la question Q1 pour établir θ en fonction de 1 sur A. Et après, quand on rentre θ en fonction de 1 sur A, on obtient une droite qui passe par l'origine. Et qu'est-ce que un script écrit en langage Python permet de tracer θ égale f de 1 sur 1. On obtient les figures 2 et 3 ci-dessous, dans lesquelles θ sera noté θ et 1 sur A sera noté 1 de A. Donc il faut juste comprendre les notations. La valeur de la pente, c'est 6,41 10-7. Donc la pente, c'est le coefficient directeur. Incertitude type sur la pente, 5,7 10-9. Et il nous donne la... Ok, et vraiment il précise où. Le E-7, ça veut dire 10-7. Ça, il te rappelle que ça veut dire 10-7, quoi, quand c'est écrit E-07. Bon, déduire des informations précédentes, la valeur de la longueur d'onde, θ laser, du laser utilisé. En fait, tu utilises ta relation entre θ et 1 sur A pour mettre en évidence que le coefficient directeur, il est en fonction de lambda laser. Et à partir du moment où tu as le coefficient directeur, eh ben, tu vas pouvoir dire, bon, bah, lambda laser, du coup, ça vaut le coefficient directeur divisé par ça, multiplié par ça. Bref, tu t'arranges. Tout ça, je le montrerai dans ma correction complète. C'est pas des questions difficiles. Indiquer si la valeur mesurée est en accord avec la longueur d'onde de 650 nanomètres indiquée sur la notice. Donc là, il faut que tu utilises le Z-score. Et il faut, pour utiliser le Z-score, que tu aies accès au lambda laser, à l'incertitude sur lambda laser. Mais il va nous manquer. Il va nous manquer une donnée ici. Il va nous manquer une information qui nous permet de calculer l'incertitude, à moins que on se serve de ça. Ça, ils auraient dû te donner une information similaire. Ils auraient dû te donner une information similaire pour calculer l'incertitude sur lambda laser. Donc je verrai dans le détail quand je vais faire l'exercice, mais pour moi, il manque quelque chose pour la question Q3. Il nous manque l'information pour calculer l'incertitude sur lambda, en fait, U lambda. Ouais. Parce que pour la question Q3, en fait, il faut aller chercher le Z-score et faire lambda laser moins lambda ref divisé par U lambda. Mais pour avoir U lambda, il nous faut une formule pour les incertitudes. Je pense qu'il manque quelque chose ici. Je verrai plus en détail quand je vais faire l'exercice en correction détaillée. Alors, la partie 2, mesure de la taille d'une maille. Très probablement ici, on part sur des interférences quand on a un maillage comme ça. Et ça me rappelle carrément un exercice déjà qui mélangeait diffraction et interférence qui s'appelait maille d'un masque, je crois. Ou taille d'un masque respiratoire, quelque chose comme ça. Il est corrigé sur ma chaîne YouTube. De toute façon, il est disponible aussi sur la BNCS. Bah attends.
On va aller voir direct. Comment il s'appelait cet exercice? Il s'appelait... tchou, tchou, tchou. Il s'appelait. Je vais le retrouver parce que je l'ai ici. Pam, pam, pam. Parce que si tu veux aller le revoir, c'est un exercice intéressant à faire. Maille d'un masque, bac 2022. La partie 1, c'est sur la diffraction. Et la partie 2, voilà, c'est sur les interférences. Il est en accès libre sur la BNCS parce que c'est un exo qui est sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, cet exercice-là, bah, ça me fait penser carrément à ça en fait. Donc là, la partie 2 c'est sur le maillage. Alors on voit que le maillage, il n'est pas en maille carrée, il est en maille rectangulaire. Et ça signifie que tu vas avoir deux distances, deux ouvertures, une qu'on va appeler B et l'autre qu'on va appeler B'. Et on va obtenir une figure de diffraction qui va faire apparaître deux interfranges a priori. Et je pense qu'on va nous demander de déterminer ça. Donc, pour avoir la taille du masque. On a la longueur d'onde du laser utilisé, 650 nanomètres. Alors là, on a l'incertitude, tu vois, le 20 nanomètres. Il est possible que l'incertitude qu'on doive calculer à la question d'avant, aux questions d'avant, là, celle où je t'ai dit qu'il nous manque une formule, il est possible que ça nous fasse retrouver le 20 nanomètres. Faudra vérifier. J'ai hâte de faire l'exo en correction détaillée pour le vérifier ça. On a la distance D', et on nous dit que B et B' sont les distances entre les centres des deux trous consécutifs du maillage horizontal et l'autre, les deux trous consécutifs du maillage vertical. Donc là, on a la figure d'interférence du maillage horizontal et ici, on a la figure d'interférence du maillage vertical. Le maillage horizontal, il produit une figure d'interférence d'interfrange notée I, a priori, et le maillage vertical, il va produire une figure d'interférence d'interfrange notée I', j'imagine. Et on a tout ce qu'il faut ici pour aller chercher I et I'. J'imagine qu'ils vont nous demander de déterminer I et I'. Voilà, question Q4, évaluer I et I' à l'aide des dimensions figurant sur la figure 6. Donc là, en fait, j'ai 1 I, 2, 3, 4, 5, 6, 7 I qui valent 45 mm. Donc I, c'est 45 divisé par 7. Et I', ça va de là à là. Donc j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4. C'est 4 I' qui vaut 18 mm. Donc I', c'est 18 sur 4 mm. Donc tu vois, pour la question de tout à l'heure sur la diffraction, c'est ce genre de formule-là qu'on aurait voulu avoir pour identifier en fait, pour aller chercher en fait notre incertitude sur lambda. Et je pense qu'ils ont oublié de la mettre, à mon avis, hein. Parce que normalement, ce genre de formule, ils doivent les mettre quand on doit calculer une incertitude. Donc évaluer I et I', c'est fait. En déduire les valeurs des dimensions B et B', il suffit d'utiliser les deux formules ici. Tu connais lambda, tu connais D'. Tu connais I, donc tu peux isoler B. Tu connais lambda, tu connais D', tu connais I', donc tu peux isoler B'. Donc on veut B et B', et après on veut considérer également, on veut aussi leurs incertitudes associées, en utilisant cette formule. Donc la Q5, ça va, pas trop de difficultés, il faut juste être bien organisé sur les calculs, parce que tu dois répéter deux fois la manip, une fois pour B, une fois pour B'. Il faut juste être bien organisé, c'est tout. Expliquer pourquoi la distance D utilisée dans le montage de la partie 1 a dû être remplacée par une distance D' pour effectuer la mesure de la partie 2. Ils ont changé? Je sais même pas c'était quoi D. J'ai pas regardé où est-ce qu'ils avaient donné la valeur de D. Ah oui, ici là. 1800 mm. Donc ouais, c'est un peu moins de 2 mètres pour la valeur de D. Et là, ils nous demandent pourquoi on a pris 6 mètres, 6,17 mètres. Je pense que la réponse, c'est qu'avec... parce que ça, c'est pas courant comme question. Ce qui me vient tout de suite en tête, c'est de dire que on peut s'aider de cette formule-là et dire que si D est trop petit, on aurait des interfranges trop petites. Donc une figure d'interférence pas exploitable. Je pense que c'est ça. En gros, il faudrait peut-être calculer I et I' en utilisant les valeurs de B et B' qu'on a trouvées à la question Q5. Moi, ce que je ferais, c'est que j'utiliserais B et B' déterminés en Q5 pour dire, ok, si j'avais pris une distance D égale 1800 mm, donc 1,8 m, alors j'aurais eu I égale ça et I' égale ça. Et à mon avis, ça ferait des valeurs trop petites, 6 fois plus petites en fait. Ça fait quoi déjà? Je vais te le dire, hein.
On a dit 45 divisé par 7. 45 divisé par 7. Donc là, déjà, tu as 45 mm. J'ai même pas besoin de. On aurait tout en 6 fois plus petit, en gros. C'est ça que ça veut dire. Tu aurais tout en 6 fois plus petit. Donc 45 divisé par 6, ça veut dire que ta figure ici, elle mesurait 7,5 mm. 7,5 mm. T'es même pas à 1 cm. Tu vois? Et là, ta figure, bah, tu fais 18 divisé par 6, ça fait 3. Tu serais à 3 mm. En fait, ça ferait des figures beaucoup trop serrées si on avait utilisé une distance d', enfin une distance d égale à 1,8 m. 6 fois moins, quoi. Environ 6 fois moins. Ouais, j'ai pris 6 fois moins, c'est pas exactement 6 fois moins parce que 6,17 divisé par 1,8, non, ça fait 3 fois moins. Pardon. C'est pas 6 fois moins, c'est 3 fois, j'ai craqué. Donc 3 fois moins, tu fais, même si tu fais 45 divisé par 3, ça t'aurait fait 15. Ok, tu aurais eu la même figure mais sur 15 mm, donc juste de 1,5 cm, c'est trop serré. Et si tu fais 18 divisé par 3, bon ça pareil, ça t'aurait fait 6, donc 6 mm. 6 mm, c'est même pas 1 cm, tu vois. Donc on aurait eu vraiment une figure trop serrée. Je pense que c'est ça la réponse à la question 6. En tout cas, c'est ça qui me vient en tête. C'est pour améliorer la précision de mesure, quoi. Selon les recommandations, l'écart, Fondation européenne, blablabla, un moustiquaire anti-pollen doit posséder à minima 3 fois plus d'ouverture par centimètre carré qu'une moustiquaire classique qui en comporte 50 par centimètre carré. Estimer le nombre d'ouvertures par centimètre carré du voile polyester testé, indiquer s'il est utilisable comme moustiquaire anti-pollen selon l'écart. Donc là, il faut prendre les distances qu'on a déterminées, question Q5, et il faut prendre la taille du masque qui doit être donné globalement. Ah non, par centimètre carré, ok. Non, non, effectivement. En gros, pour une distance B, tu as deux ouvertures. Attends, la taille du masque, est-ce qu'elle est donnée quand même quelque part? Parce que j'ai lu le sujet vraiment en grosse diagonale. Tchou tchou tchou. Non, j'ai pas l'impression qu'il donne la taille du masque. 50 ouvertures par centimètre carré. Ouais, en fait, il faut se servir de la valeur pour pour une moustiquaire classique de 50 centimètres, 50 ouvertures par centimètre carré, pour déterminer si les valeurs qu'on a trouvées pour B et B', elles permettent d'avoir ces 50 ouvertures ou moins de 50 ouvertures, ou 3 fois plus d'ouvertures par centimètre carré. Je pense que la question Q7, il faut juste poser son schéma. Et à mon avis, c'est la question la plus technique de cet exercice. Il faudrait que je la fasse en détail pour voir comment la présenter, mais ça va se faire. Mais là, il faut être organisé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent que c'est là où le candidat doit prendre l'initiative, blablabla, présenter sa démarche. Donc ça, c'est la question boss finale. Il faut juste faire son schéma et utiliser cette information du 50 ouvertures par centimètre carré. Et à partir de B et B', tu vas pouvoir dire si tu es 3 fois supérieur à 50 ou pas. Voilà pour l'exercice sur diffraction interférence. Je pense que c'est un exercice accessible. Il faut juste pas se planter. Il y a également la petite ambiguïté avec la valeur de U lambda pour les questions sur la partie diffraction. Donc à voir. Là, je peux pas te dire. C'est quand je vais faire la correction que je vais me rendre compte si oui ou non on avait vraiment besoin de cette information qui ne figurait pas donc, dans le sujet. On verra. Exercice 3 à l'homme canon. Donc là, ça part sur de la méca a priori. Exercice sur 5 points. On a des informations ici. Apparemment, les dispositifs de sécurité ne mesurent généralement pas plus de 15 mètres sur 7. Donc ça doit être un matelas, je pense. Filet horizontal, matelas pneumatique. Ok. On nous parle des informations sur le vol de David Smith. Son record de 56,64 mètres. Voilà, on te rappelle ce que c'est la portée. Bref, on a plein d'informations. On te dit que le système c'est artiste plus équipement, que la masse est 80 kg, qu'il est soumis qu'à son poids. On néglige les frottements de l'air. Le centre de gravité, en fait, le point dont on étudie le mouvement, on va le noter G. La position initiale, c'est G0. On nous dit que le système retrouve le contact avec le filet situé à une hauteur de 8 mètres du sol. Donc là, en fait, on a le schéma qui est représenté dessous. Sur un exercice de méca, je te rappelle de toujours faire un schéma au départ. C'est ultra important. Il faut que tu fasses des schémas et il faut que tu puisses visualiser correctement la situation pour voir si j'ai une altitude de départ. Là, en l'occurrence, oui. Donc j'ai mes conditions initiales ici qui vont être x0 égale 0 et z0 égale grand H, 8 mètres.
il faut que tu puisses identifier où est-ce que je dois retomber pour savoir si je vais toucher le filet ou pas. Et que tu visualises le vecteur vitesse initiale avec l'angle alpha. Bon, ça c'est classique, du coup, tu as les conditions initiales, etc. Exprimer l'énergie mécanique du système. Voilà, c'est une étude énergétique, les premières questions. Énergie mécanique du système à T égale 0. Donc c'est EM0 égale EC0 plus EPP0. EC0 c'est 1 demi MV0 carré et EPP0 c'est MGZ0. À l'aide d'un raisonnement énergétique, déterminer la vitesse du système à l'arrivée dans le filet. Donc le raisonnement énergétique ici consiste à dire que comme il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique du système est conservée. Donc tu dois écrire que EM final égale EM0. Et à partir de là, tu vas pouvoir isoler la vitesse à l'arrivée dans le filet. Parce que l'énergie potentielle pesanteur à l'arrivée dans le filet, on la connaît, c'est mgz final. Et z final, eh ben, c'est la hauteur du filet, c'est 8 mètres. En considérant que le filet il reste droit, quoi, non déformé. 8 mètres. Représentez sur votre copie, sans souci d'échelle, l'évolution des énergies cinétiques, potentielle pesanteur et mécanique. Alors ça, c'est question archi classique dans laquelle tu vas devoir représenter ces fameuses courbes que tu retrouves très souvent. Si je peux te montrer un exemple, la dernière séance, l'une des dernières séances que j'ai faites, voilà, de booster back sur la partie justement énergétique, et c'était avec c'était là, voilà. Ok, donc ça c'est sur un des exercices, bah, c'est sur Amérique Nord 2024, l'exercice avec la balle de tennis, de table, la balle de ping-pong. Donc ça c'est les courbes habituelles en fait des évolutions d'énergie cinétique, potentiel de pesanteur et énergie mécanique. L'énergie mécanique quand elle se conserve, ça fait juste un trait droit horizontal, donc une droite horizontale. L'énergie potentielle de pesanteur, elle diminue et l'énergie cinétique augmente dans le même temps, ou l'inverse. Mais là, en l'occurrence, ton bonhomme, il va faire une espèce de parabole. C'est-à-dire que dans un premier temps, son énergie cinétique va augmenter, va diminuer, pardon, et après, son énergie cinétique va augmenter quand il va retomber. Tu vois? Je t'explique. Hop. Ton bonhomme, il va suivre un mouvement parabolique. Si on devait représenter l'allure de sa trajectoire, elle va faire ça. Il va retomber dans le filet. Le filet, il est ici. Hop, voilà, là tu as le filet. Donc sur toute la partie ascendante du mouvement, l'énergie potentielle pesanteur augmente parce que ton système, il gagne en altitude. Donc là, tu as l'EPP qui augmente, hop, sur toute cette partie-là. Là, tu as l'EPP qui augmente et tu as l'énergie cinétique qui diminue parce que au fur et à mesure que tu gagnes de l'altitude, bah, tu perds de la vitesse. Et par contre, sur la phase descendante, cette fois-ci, c'est l'énergie cinétique qui va augmenter et c'est l'EPP qui va diminuer. Et dans tous les cas, tout au long du mouvement, l'énergie mécanique, elle, elle est constante. Donc au niveau des courbes que tu dois représenter, ça doit avoir une allure de courbe qui permette de représenter cette évolution-là et ces évolutions-là des énergies. Donc la question sur le graphe à tracer, je pense qu'il faut bien la faire. Il faut bien identifier ce que je viens de t'expliquer sur comment évoluent les énergies cinétiques, potentiel de pesanteur et mécanique au cours du vol complet. Et on te demande sans souci d'échelle, c'est-à-dire qu'on ne te demande pas de vérifier des valeurs d'énergie, en fait. Donc la question Q3, personnellement, je prendrais du temps à la faire. Si j'étais élève, je m'appliquerais à faire bien les choses pour bien présenter ma réponse à la question Q3. C'est une question intéressante. Pour la deuxième partie, a priori, ça va être de l'archi classique. On applique la deuxième loi de Newton. On retrouve les coordonnées du vecteur accélération, puis on déduit les équations horaires, donc tout ça c'est habituel. On donne la valeur de ZT lorsque le système entre en contact avec le filet de protection. Bah, ZT égale 8, c'est la hauteur du filet. Et on en déduit la valeur de vol, la valeur de la durée de vol. Donc a priori, pour la question Q7, il va falloir résoudre l'équation du second degré. Il n'y a pas le choix. Donc la question Q7, ça nécessite la résolution de l'équation du second degré pour retrouver les valeurs de t telles que z égale 8. Comparer la longueur estimée par ce modèle avec la longueur du record homologué de 56,64 mètres. Donc pour la question Q8, on prend la valeur de t vol déterminée à la question précédente et on la réinjecte dans l'équation horaire xt, ce qui nous permet de calculer l'abscisse atteinte, donc la portée du vol du bonhomme de l'homme canon, quoi. Déterminer si le modèle de la chute libre est adapté à la description, proposer une explication. En général, ici, il s'agit de dire qu'on a négligé les frottements et que de ce fait, les résultats ne sont pas très précis.
Bon, principales choses qui ressortent sur ce sujet, jour 1, centre étranger, bac 2024, physique chimie, c'est cette question-là qui, à mon avis, nécessite un peu de réflexion pour la taille du maillage. L'ambiguïté autour de U lambda. Encore une fois, il faudra que je fasse correctement le sujet en détail, à tête reposée. Là, je l'ai découvert avec toi, hein. Je n'ai pas regardé l'énoncé avant de faire la vidéo. Donc, il faudrait que je le fasse à tête reposée pour voir correctement comment répondre à la question Q3. Mais je pense qu'il faut déterminer U lambda pour pouvoir utiliser le Z-score. Voilà. Et mis à part ça, l'exercice de chimie était accessible. Donc, c'est un sujet qui est somme toute assez accessible. Je pense pas qu'il y ait de grosses difficultés. Par contre, évidemment, hein, si t'es pas à l'aise sur tes équations horaires en mécanique, si t'es pas à l'aise dans la visualisation des énergies, si t'es pas à l'aise dans tout ce qui est de retrouver des informations enfin, sur des figures comme ça, ou d'exploiter les informations pour retrouver I, si t'es pas à l'aise sur les calculs, parce qu'on a quand même quelques calculs au niveau de B et B', comme j'ai dit tout à l'heure quand je te l'ai expliqué la question Q5, il faut vraiment présenter ses résultats de façon rigoureuse parce qu'il faut faire deux fois pour B et pour B', avec les incertitudes et tout. Si tu as du mal avec ces formules, bien sûr, tu trouveras ça difficile, mais je pense que globalement, c'est un sujet qui reste quand même assez accessible. Donc encore une fois, je le corrigerai intégralement samedi 8 juin. Voilà, c'est ça, samedi 8 juin, je le corrigerai intégralement. Tu trouveras toutes les informations si tu veux t'inscrire à ces séances de correction complète des sujets centre étranger 2024. Tu trouveras toutes les infos, comme je t'ai dit, en commentaire épinglé sous la vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me poser des questions sur Instagram si tu as besoin de savoir comment ça se passait concrètement. Moi, je te dis à très bientôt. Je ferai la review également du sujet jour 2 centre étranger, donc dès demain, dès le 6 juin, quand le sujet sera disponible. Tu trouveras la review sur la chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt. Ciao.